Bonjour mes amis, je vous convie aujourd'hui, une veille de réveillon de Noël, il faut vraiment être pervers, à un webinaire qui est assez technique, qui concerne l'administration des architectures décentralisées, de services décentralisés, c'est-à-dire en fait l'administration donc des containers ou des conteneurs. C'est un sujet délicat parce que il est clair maintenant que les machines que l'on pratiquait il n'y a pas si longtemps, les mainframes, sont remplacées maintenant de plus en plus par des charges de travail qui sont implantées sur des nœuds de clusters qui sont en local, mais aussi dans le cloud. L'ensemble étant vu d'une manière homogène, comme s'il n'y avait finalement qu'une seule machine. Alors c'est un problème délicat parce que se tromper dans le choix de l'outil d'administration, c'est pratiquement se tromper de machine. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a connu auparavant, on peut faire ces erreurs, alors qu'auparavant, disons que les fabricants, IBM en tête, disons, menaient par la main pour nous imposer des solutions qui étaient beaucoup plus évidentes. Maintenant, c'est pas simple du tout, croyez-moi. Et donc, c'est ce sujet que l'on va traiter avec, d'un côté, essentiellement Docker, donc qui est historiquement le fournisseur donc des containers et des images, il n'est pas le seul, mais entre autres des images donc, qui s'exécutent à l'intérieur des containers, et puis les outils d'administration, donc essentiellement Swarm qui vient donc de chez de Docker, et donc Kubernetes. Alors voilà, donc on va traiter ce sujet parce que je vous assure, d'abord il a été demandé par les partenaires donc, de Marceau, et on va donc essayer de le traiter avec le plus de pertinence possible. Bien. Alors, j'ai appelé ça Kubernetes. Alors, on l'appelle aussi K8 ou Cube. On va donc voir un petit peu de quoi il s'agit. Kubernetes, donc, en fait, pour moi, c'est un peu le Windows. C'est un outil, et c'est pas un système d'exploitation, évidemment, mais il a un peu une position un peu monopolistique, un peu comme l'aurait Windows sur les machines. Et donc, j'ai appelé le conteneur, c'est le Windows donc, des conteneurs. Alors, quel est le sommaire que nous allons suivre? D'abord, il faut regarder quel est l'enjeu. Et vraiment, l'enjeu, il est capital. On ne se trompera pas beaucoup en optant pour une solution Kubernetes, mais on prend des risques en allant pieds et mains liés chez Google. Autant ma position, elle est assez claire. Autant je n'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de l'outil qui, effectivement, aujourd'hui, est ce qui se fait de mieux. On ne peut pas le contester, surtout pour des grosses configurations. Par contre, on peut s'inquiéter sur le monopole que pourrait donc exercer Google, bien que, officiellement, Kubernetes n'appartient plus réellement à Google, ça appartient à une communauté qu'on appelle CNCF. Mais on sait très bien que derrière, c'est quand même Google qui tire des ficelles, et donc il ne faudrait pas s'étonner quand même si l'outil dans le futur est orienté plutôt en fonction donc, des voies qu'aura choisi donc, Google. C'est plutôt ça mon inquiétude, parce que sur l'outil lui-même, je ne suis pas très inquiet. On va regarder donc ces fameuses sphères d'influence. Alors il y a d'un côté, vous avez le CNCF, donc dans lequel Kubernetes a joué un rôle essentiel. Ça a d'ailleurs été le premier produit fondamental qu'il y avait donc à CNCF, et également OCI, donc cette fois-ci, on va dire d'obédience Docker, deux sphères d'influence qui se sont livrées une bataille farouche. Les deux sont vivants. À CNCF, on peut dire, a pris un peu le dessus maintenant grâce à l'outil Kubernetes, mais OCI n'est pas mort, et en particulier la définition des images qui est faite par OCI, les conteneurs Docker, il y a quand même tout un écosystème autour, imposé et proposé par OCI, qui est quand même très intéressant donc, à suivre. Alors, l'approche des conteneurs contre les machines virtuelles, à mon sens, elle ne se justifie pas vraiment. Il y a des différences, on voudrait qu'il y ait des différences, on va les rappeler rapidement. Mais sur le fond, je pense que les deux sont plutôt complémentaires et qu'une charge de travail, vous pouvez parfaitement la mettre dans un conteneur. Et si pour des raisons de sécurité, vous n'êtes pas satisfait avec ce que vous propose un conteneur, vous pouvez implanter et faire héberger votre conteneur dans une machine virtuelle. Ce n'est pas impossible. Tout dépendra de ce que l'on veut faire.
Alors, c'est vrai que Docker, cette compagnie donc, qui a été créée par un dénommé Solomon Hykes, qui est un franco-américain tout jeune, hein, eh bien, Docker a raté son rendez-vous, malheureusement pour lui. Et aujourd'hui, on va dire, il s'est plutôt orienté vers la cible des développeurs, hein, c'est le cas donc aujourd'hui. Par contre, toute l'activité autour de Docker maintenant a été vendue donc à une autre entreprise qui était déjà d'ailleurs une spécialiste de Kubernetes. Alors, quelle est l'importance et le rôle de Kubernetes? Ce qu'il fait, distinguant bien les serveurs des clients, il y a un certain nombre d'outils. Alors, on ne va pas entrer trop dans le détail, hein, de ce qu'est donc Kubernetes, mais il faut quand même regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ce qu'il fait, et surtout, ce que n'impose pas Kubernetes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est son positionnement. Il y a un certain nombre de choses, ce n'est pas une API pour faire du développement, c'est vraiment de l'administration, de l'orchestration. C'est tout à fait clair. Avantages et inconvénients. Quelles sont les plateformes de distribution compatibles, on va dire, avec les outils donc, de Kubernetes? Et puis, je terminerai en évoquant ce qui me semble être devoir une stratégie à adopter. Je pense qu'il n'y a pas de risque, encore une fois, à aller sur Kubernetes, c'est la meilleure solution, mais il y a quand même un certain nombre de règles, on va dire, à respecter. Alors, le marché global, on reparlera du marché global, donc des conteneurs après, mais uniquement celui de Kubernetes, d'après Globe Newswire. Donc, il est passé de 1,74 milliard donc, de dollars. Vous savez, je donne toujours les chiffres pour commencer, c'était en 2021. Il devrait atteindre un peu moins de 5,5 milliards en 2028. Ce qui n'est pas proprement gigantesque, mais attention, on parle ici d'une couche bien particulière, bien précise, donc des configurations machines. On ne parle pas des systèmes d'exploitation, on ne parle pas du matériel, on parle de la couche d'administration. Bien, la progression est donc de 17,7%, donc, et ceci est à comparer, vous voyez, Kubernetes comparé au chiffre d'affaires on va dire, de Swarm, hein, qui est donc la solution, on va dire, concurrente, hein, encore concurrente, historiquement tout au moins, de Kubernetes, qui est donc de 320 millions donc, de dollars en 2022 et qui devrait être de 0,65 milliards de dollars donc en 2029. On peut en conclure, tout au moins en déduire que l'écart augmente fortement, et bien entendu en faveur donc de Kubernetes. Alors, l'enjeu, cette page est tout à fait importante. Elle est importante parce qu'elle montre l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Ce que vous avez ici, c'est quoi? Eh bien, c'est nos machines d'aujourd'hui. En fait, vous avez des ressources locales, vous avez des réseaux locaux, vous avez un certain nombre de serveurs, vous avez des postes de travail, et puis vous avez le cloud. Il est probable que nous aurons dans le futur plusieurs abonnements donc, dans le cloud avec des prestations qui seront de type IaaS, par exemple chez AWS d'Amazon, d'autres qui seront de type PaaS pour faire du développement, d'autres encore qui seront finalement des logiciels qu'on va utiliser en mode multitenant, c'est-à-dire on est plusieurs utilisateurs sur la planète qui utiliseront le même outil, par exemple donc Office de chez Microsoft. Ce qui fait que notre système, notre machine de demain, c'est cet ensemble-là, avec des nœuds de clusters qui sont répartis entre le cloud et le local, sur lesquels vont être donc portées des charges de travail. Ça peut être des services, ça peut être des microservices. Mais ces microservices, il faut bien les mettre quelque part. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt, avant les containers, on avait plutôt l'habitude d'implanter ça dans des machines virtuelles. Maintenant, la question se pose de les implanter dans des containers qui sont des solutions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus pertinentes pour faire la distribution de l'implantation. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple qu'avec une machine virtuelle, c'est beaucoup plus simple, donc ça ne nécessite pas toujours les mêmes compétences. Alors, qu'est-ce qu'on va demander finalement à notre machine qui est complètement éclatée aujourd'hui? On demande que la continuité de service soit assurée, on demande qu'on puisse fonctionner d'une manière dynamique entre des charges de travail qui seront dans le cloud et d'autres qui seront en local. Hein. On veut d'ailleurs également pouvoir fonctionner en mode hybride, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir utiliser plusieurs clouds. Hein. À eux de se débrouiller pour régler des problèmes donc, de compatibilité de fichiers. La distribution des ressources, ça doit être distribué d'une manière en temps réel. Hein. Voilà. Et c'est effectivement
des fonctions qui sont assurées par des outils d'administration tels que Kubernetes et puis donc Swarm. Alors, vous savez, c'est une architecture qui remonte très loin, ça c'est pas d'aujourd'hui. Alors, on dit toujours que c'est Docker et Solomon Hayes qui ont inventé donc le concept de container. En fait, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai du tout. Et comme bien souvent, d'ailleurs, c'est bien souvent le cas, on retrouve des racines relativement, vous voyez, assez loin. En fait, c'est une technologie qui a plus de 40 ans. Je parle ici donc des containers. Par exemple, en 1979, il y a une commande Unix qui s'appelle chcode, donc change de racine, changement de racine, qui permet de changer de système de fichiers, de répertoire de fichiers sous Unix, la racine. Au fond, c'est une manière de déclarer une autre machine. Ça permet, par exemple, ça a permis de faire des tests, vous voyez, d'implémenter d'une manière un petit peu plus sécurisée donc des process critiques, sans avoir à modifier, donc, et surtout à détériorer donc les systèmes hôtes. Bon, ensuite, on a eu, par exemple, les prisons. C'est les prisons de FreeBSD, qui est encore une fois une distribution donc Unix, plusieurs environnements différents et administrables indépendamment. On est exactement dans la même philosophie. Et surtout, et c'était chez Sun, et plus précisément sur le système d'exploitation distribution donc Unix de Sun, qui s'appelait Solaris, qui a donc créé en 2004 ce qu'il a appelé les Solaris Containers. Donc c'est quelque chose qui existait déjà depuis un moment. Vous voyez. Alors, bien, on a eu également chez Google, d'ailleurs, on a eu une technologie qui est assez proche, qui était celle des container process. C'était en 2006, qui sont devenus après, ce que vous connaissez bien, c'est les C-groups, on connaît bien ça. On a eu également donc les containers Linux, c'était en 2008 avec la technologie LXC, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Et puis, ça a été donc le coup de tonnerre donc de 2017 avec l'adoption donc de Kubernetes avec le CNCF. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas Docker qui a créé ça. Simplement, Docker a eu le côté génial, à mon sens, d'industrialiser le processus. En plus, son outil, je pense, était remarquablement bien fait. Il a un certain nombre de défauts sur lesquels on va revenir, mais conceptuellement parlant, c'était quelque chose d'intelligent, et c'est pas étonnant, donc il est fait quand même un mal. Alors, si je regarde peu qu'on évoquait tout à l'heure, donc les chiffres d'affaires donc de Kubernetes, le marché spécifique des containers, lui, il devrait aller, vous voyez, à peu près donc dès l'année prochaine, on devrait atteindre à peu près donc les 5 milliards donc de dollars. C'est un peu contradictoire avec la source précédente, mais ce qu'il faut dire, ce dont il faudrait se souvenir à mon avis, c'est que le marché de la virtualisation des systèmes d'exploitation est évalué en 2023 d'après Technavio à peu près à 63 milliards de dollars. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché de la virtualisation est plus de 12 fois supérieur à celui donc des conteneurs. Alors, c'est quand même significatif. Et donc, alors que justement, les machines virtuelles ont également donc, un certain nombre d'inconvénients. Moi, je pense que de toute façon, il ne faut pas les opposer, car les deux technologies, à mon sens, elles se complètent. Alors, l'architecture donc des conteneurs. Le principe, si vous voulez, ici, qui est, à mon avis, très, très bien fait, c'est de construire une boîte applicative dans laquelle il va y avoir l'application et puis l'ensemble des éléments qui permettent à l'application de communiquer avec les ressources sur lesquelles cette application est installée, c'est-à-dire le système d'exploitation, mais également des fonctions autres que le système d'exploitation. Donc on dit que finalement, son principe, c'est donc une image applicative dans laquelle il n'y a pas le système d'exploitation, il faut bien comprendre ça, contrairement justement aux machines virtuelles, il n'y a pas de système d'exploitation, par contre, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer avec un système d'exploitation. L'idée, si vous voulez, c'est de porter donc une image, la mettre sur un nœud d'un cluster, où elle va trouver ce dont elle a besoin et avec les éléments avec lesquels elle va pouvoir donc communiquer, et ça fonctionne tout seul.
Et c'est donc le principe, c'est la victoire, si vous voulez, du couper-coller hein, des conteneurs par rapport donc à installer, configurer et exécuter de la virtualisation, qui est un processus qui est quand même beaucoup plus complexe. On n'est pas tout à fait dans la même. Alors, il y aura trois grandes couches hein, dans un conteneur. Alors, au-dessus du système d'exploitation, donc l'image applicative, le conteneur lui-même. Alors, il faut bien comprendre que l'image est donc une application avec des moyens pour communiquer, donc des features qui permettent de communiquer avec les ressources qui sont sous-jacentes. Maintenant, le conteneur, c'est un runtime. C'est une plateforme d'exécution. L'image, ce n'est pas un conteneur. L'image va s'exécuter dans un conteneur. Et Docker est un conteneur. Il y en a d'autres. Hein. Et donc, ce sont vraiment deux choses différentes. Hein. Bien. Alors, des couches. La troisième couche donc, qui va se retrouver au-dessus, c'est donc les outils d'administration. Parce qu'une fois que vous aurez installé des instances de vos microservices sous forme, on va dire, d'une image implantée dans un conteneur, vous en aurez peut-être des milliers. Un certain nombre de ces conteneurs et des images vont contribuer à une application et il va donc falloir administrer le truc. Vous voyez? Alors là, c'est pas simple. C'est pas simple parce que je vous dis, il y en a des milliers hein, et puis il peut y avoir des problèmes qui vont se poser à tout moment. On n'est plus dans un système aussi centralisé qu'elle était les mainframes. Et d'ailleurs, Kubernetes est un outil d'administration qui n'est pas centralisé, hein, qui est composé d'un certain nombre d'outils de contrôle qui vont être placés partout, et en particulier sur les postes de travail. Bien, alors la différence, on la voit ici entre une machine virtuelle, mais je sais que vous la connaissez par cœur. Hein. On voit bien donc à gauche l'architecture donc avec une machine virtuelle. Eh bien, une machine virtuelle, vous avez des applications, vous avez des librairies dedans, et puis dont a besoin l'application, et puis vous avez le système d'exploitation. Donc, vous avez comme ça un certain nombre de machines virtuelles qui sont posées sur une machine. Voilà. Donc, ce sont des machines virtuelles. C'est exactement ce que nous propose, par exemple, AWS d'Amazon, des machines virtuelles pour implanter quelque chose. Hein, avec les conteneurs, ce n'est pas pareil. On l'a bien dit, ce sont des applications avec le binaire dont on a besoin pour communiquer avec les outils qu'on va trouver là-dessous. Mais le système d'exploitation est partagé entre toutes les instances, sur toutes les instances donc des conteneurs. C'est d'ailleurs l'un des reproches que l'on fait à la technologie conteneur, à savoir que si vous avez un système d'exploitation qui est partagé par plusieurs, on va dire, copies ou instances d'un conteneur, évidemment, vous avez un risque de sécurité qui est grand, parce qu'il suffit d'attaquer à ce moment-là le système d'exploitation et vous faites tout tomber. Bon, c'est vrai, on peut dire que c'est l'un des critères que l'on peut reprocher d'une certaine manière donc, aux conteneurs. Alors, quel est l'intérêt, alors finalement, donc, des conteneurs? Alors, partage des ressources, hein, on vient de le voir, hein, système d'exploitation, les drivers, la mémoire, etc. On partage tout. Découplage également par rapport aux infrastructures, parce qu'en découplant tout ça, évidemment, vous rendez l'ensemble plus portable et plus facile à administrer, par exemple, en matière de performance. C'est beaucoup plus facile, alors que si tout est imbriqué, à ce moment-là, vous n'en sortez pas. On l'a dit, la création des images exécutables dans un container, elle est plus simple à réaliser. C'est plus simple à faire un Dockerfile Docker hein, que plutôt que d'installer ça dans une machine virtuelle, pour lesquelles ça peut être effectivement assez compliqué. Les containers ont un autre avantage. D'abord, c'est très adapté donc, aux architectures qui sont des architectures de services, hein, réparties dans le cluster. Mais également, c'est très adapté aux techniques, on va dire, d'intégration et de déploiement continu. Vous savez, dans le développement aujourd'hui, on développe des applications, on développe des services dans une application, ce qu'on appelle, mettons, des histoires avec les méthodes agiles, hein, la méthode Scrum. Et donc, tout ça est installé maintenant et doit démarrer dans le flou, en continu. On n'est plus dans la situation d'autrefois où on avait on va dire, des dossiers d'exploitation qui étaient toujours en retard, qui n'étaient pas bien faits. Non, là, tout va se faire au fil de l'eau. Or, les techniques de containers, c'est parfaitement bien adapté à ça. Donc, on va dire intégration et déploiement continu. On a une bonne capacité d'observer donc ce qui se passe et donc de surveiller les opérations. Alors, vous me direz, on peut en faire autant avec une machine virtuelle, mais là encore, on peut le faire. En plus, cette technologie ne perturbe pas donc les environnements donc, de production.
Et on peut faire des instances, des images d'instances pour les tests, pour la pré-production, vous voyez. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles DevOps, vous connaissez DevOps, l'environnement de mise en œuvre et de production bon, répandu aujourd'hui, et DevOps est très attaché finalement aux technologies, donc container. C'est très portable. Et donc ça peut fonctionner avec de nombreuses distributions. Alors au départ, c'était Linux, hein, donc Ubuntu, Red Hat, etc. Donc adapté aux technologies, donc microservices, avec un faible couplage entre les ressources et l'infrastructure. On l'a dit, comme il y a un faible couplage, c'est donc finalement globalement plus facile à administrer. Bon. Donc c'est vrai que c'est une technologie qui est absolument incontestable. Mais pourquoi, vous allez me dire, pourquoi une technologie comme ça, qui a 40 ans, ce n'est que maintenant, finalement, on se rend compte qu'elle est intéressante. Et tout simplement parce que les architectures distribuées ont fait des progrès considérables, que les ressources de calcul sont devenues beaucoup plus importantes, que les réseaux, là on est dans un monde de réseaux, et donc les réseaux sont devenus extrêmement efficaces. Donc tout ça contribue à ce qu'on peut maintenant distribuer, délocaliser des services et les implanter dans des containers et les faire intervenir à la demande lorsque l'application, à un moment donné, en aura besoin. C'est un changement profond. Moi, je pense que d'ailleurs que c'est l'une des grandes évolutions du moment, c'est-à-dire la fin des grands systèmes monolithiques qu'on a connus, mais même les systèmes Unix, hein, ces systèmes monolithiques maintenant remplacés par des systèmes qui sont totalement distribués. Tout est modifié, tout est changé, la gestion de fichiers, les bases de données, la manière d'implanter les données dans les clusters, tout est changé et au cœur de ça, vous avez effectivement la technologie donc, des containers. Alors, je vous l'ai dit, hein, ne confondons surtout pas container avec image, hein, ce n'est pas la même chose. Je le rappelle, container, c'est une plateforme d'exécution, c'est un runtime, pardonnez-moi l'anglicisme. Et puis l'image, par contre, c'est une image applicative avec les features nécessaires pour pouvoir communiquer avec une infrastructure qui est en dessous. Bon. Alors, en termes, disons, d'image et de container, qui était la grande force de Docker il n'y a pas encore très longtemps, hein, eh bien maintenant, Docker est en train de s'essouffler. On l'a vu en termes de chiffre d'affaires, il est en train de baisser, entre autres avec Swarm, qui n'est pas vraiment une réussite. Hein. Alors, vous avez donc autour de Docker et des images containers, vous avez tout un écosystème qui s'est construit aujourd'hui, avec donc des systèmes d'exploitation capables de supporter tout ça, des outils qui permettent de faire le build, hein, c'est-à-dire la construction des fichiers, donc des fichiers images, le fameux build, hein, les Docker eux-mêmes, hein, ou Docker, ou plutôt les containers eux-mêmes avec des runtime, des utilitaires donc extrêmement nombreux. C'est un écosystème qui s'est concentré. Et d'ailleurs, ce qui est montré ici sur on va dire, cette illustration, je vous ai mis ici quelques exemples hein, d'outils qui ne sont pas nécessairement l'équivalent de Docker ou l'équivalent de Kubernetes, hein, mais qui chacun intervient donc, dans son domaine. Hein. Par exemple, Build AH, hein, c'est une interface en ligne de commande pour des containers et des images OCI. On verra que l'OCI, c'est une organisation donc pilotée au départ par Docker. Là, on a une interface en ligne de commande. Ce n'est pas l'ensemble, c'est simplement l'interface en ligne de commande. Vous avez Build Kit, ça permet de construire des images Docker, hein, qui est autonome, ou l'outil est autonome, où il est intégré au build de Docker. Vous avez comme ça plein d'outils. C'est un véritable écosystème. Alors, il y a en matière donc on va dire de containers, hein, il n'y a pas que Docker. Ce qui est quand même étonnant aujourd'hui, c'est qu'au fond, Docker reste quand même très présent. Alors peut-être que ça vient aussi de l'histoire dans les entreprises qui ont commencé avec ça et qui n'ont pas envie d'en changer, ce que je comprends parfaitement, étant donné que Kubernetes est parfaitement compatible avec description donc Docker conforme OCI. Pourquoi voulez-vous changer? Mais c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas une plus grande, on va dire, diversité dans l'offre autour, on va dire, des containers. Alors, cela dit, il y en a quand même un certain nombre. Alors, vous avez par exemple CoreOS RKT, qui est une solution qui a été rachetée maintenant il n'y a pas longtemps par Red Hat, hein, qui est assez proche d'ailleurs des concepts d'administration donc de Kubernetes, assez répandu, assez connu pour sa capacité à faire des portages sur des clouds publics. À l'origine, ce système n'était pas compatible, n'est pas conforme avec OCI, mais ça a été corrigé maintenant, donc il n'y a plus de problème. Vous avez également la solution Mesos,
Bezos, là, c'est la fondation Apache. Hein. Donc, lui, par contre, il est compatible OCI avec deux formats d'image, hein, qu'on appelle format Docker, un standard, et puis les formats donc, APPC, assez répandus dans le monde des big data, donc avec des outils tels que Spark et Flink qui permettent de traiter donc, en temps réel des volumes considérables de données, mais répartis, encore une fois, sur un cluster. Bon, et vous avez le LXC container, donc c'est une version modernisée, disons, de LXC, dans lequel on trouve par exemple le LXD qui est présenté ici un petit peu, qui importe un système d'exploitation Linux complet dans un conteneur. Vous voyez, c'est curieux. Hein. Normalement, un conteneur, il n'y a pas de système d'exploitation. Mais là, LXD permet, lui, d'apporter. Donc, c'est pour ça que les frontières sont assez floues entre ce que fait une machine virtuelle, ce que fait un conteneur pur et dur, mais vous avez des conteneurs qui ressemblent un petit peu quand même à une machine virtuelle. Ce n'est pas toujours très évident à s'y retrouver. J'essaie, moi, d'un petit peu d'éclaircir tout ça, mais ce n'est pas simple. D'autant plus que dans nos entreprises, eh bien, on n'a plus d'ingénieur système. Cette personne qui pouvait nous renseigner en disant « Ah non, mais là, ça c'est autre chose, ça c'est ceci et cela. » Là, maintenant, il faut quand même se débrouiller. Bon. Donc, il y a, on va dire, un écosystème encore dominé largement aujourd'hui par donc, Docker en matière d'image et de containers. Kubernetes venant donc se placer au-dessus. Et ce que je trouve le plus étonnant de tout, c'est qu'au fond, Google, ni Microsoft d'ailleurs, on y avait bien pensé à un moment donné, mais ne propose une alternative crédible à Docker. Alors sans doute, est-ce que c'est la force du marché qui veut ça? Mais le jour, ça arrivera sans doute, probablement pas chez Microsoft, mais plutôt chez Google. Si Google veut boucler la boucle, il devra proposer non seulement un outil d'administration, mais également un autre outil qui sera donc un conteneur avec des options de création d'images. Mais alors là, je connais quand même beaucoup de responsables de TI qui vont dire « Ouh là là, moi je n'y vais pas parce qu'on est pieds et mains liés donc chez Google ». Et ça, je le comprends parfaitement. Bon, alors, les deux sphères d'influence, simplement pour regarder un tout petit peu de quoi il s'agit. Vous voyez. Alors, CNCF, donc, lui, a été créé donc, en 2015 avec 18 compagnies. D'ailleurs, ça va permettre de bien comprendre en fait, l'erreur, on va dire l'erreur native, originelle, vous voyez, donc, qu'a commis donc, Docker. Donc, CNCF, créé donc, en 2015 par 18 compagnies pour promouvoir des projets open source qui étaient destinés au cloud. Bon. Les deux premiers projets ont été Kubernetes, donc de Google, et également Prometheus pour, on va dire, du monitoring d'installation. Alors, les deux plus grands acteurs donc, du cloud, AWS et Microsoft, ont rejoint CNCF en tant que membres Platinum. Ça veut dire quoi? Ils sont vraiment concernés par l'évolution donc des plateformes. Et maintenant, CNCF regroupe pratiquement tous les acteurs qui comptent dans le monde du cloud aujourd'hui. Alors, ça tourne encore fortement autour de l'outil Kubernetes, bien entendu, qui est encore aujourd'hui son projet phare. Hein. Mais il y a d'autres projets qui sont venus se joindre à ça. Et peut-être que dans les mois qui vont venir, eh bien, on aurait des solutions qui vont apparaître et qui seront complémentaires ou concurrentes de Docker. C'est tout à fait donc possible. Bon. Alors, vous avez ici donc, la présentation un petit peu l'architecture d'organisation de CNCF et puis d'OCI, donc qui sont donc en fait les deux organisations, les deux communautés donc qui s'affrontent autour on va dire de ce marché. Alors, du côté d'OCI justement, du côté d'OCI, donc à peu près au même moment, hein, on est ici cette fois-ci donc en 2015. Là, la volonté c'était donc de créer quelque chose. Ça c'était pas uniquement donc des projets de cloud open source. Là, c'est vraiment les conteneurs, hein, donc avec une forte présence donc, de Docker dès l'origine. Hein, c'est lui qui a été. Alors ça, historiquement, à la genèse, OCI a succédé à un autre projet qui avait été lui-même d'ailleurs lancé par Docker un peu auparavant, et qui est donc le OCP, Open Container Project. Donc, ça a été un petit peu la succession. Alors, il y a eu un certain nombre de normes qui ont été proposées. Dans la première, il y avait deux composants fondamentaux, on va dire les formats d'image et les spécifications du runtime. Ce que voulait donc Docker et la communauté OCI, c'était de verrouiller complètement.
Après, ils ont laissé donc le leadership sur l'administration à Kubernetes, mais au départ, Docker ne voulait pas céder donc le leadership de la technologie. Alors, l'un des points forts d'OCI, qui est un petit peu aussi celui de Kubernetes, c'est le consensus qui s'est dessiné autour de son nom. Tout le monde était là également. Hein. Il y avait donc bien sûr Docker, il y avait Dell, il y avait CoreOS qui a été depuis racheté par Red Hat, il y avait IBM. IBM avait un poids négligeable, Huawei, le chinois, Intel, Mesosphère, très présent aussi, Microsoft, Oracle, tout un tas de bon, pratiquement tout le monde, hein, mais même d'ailleurs des concurrents donc, de Docker. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est que cet outil, donc on va dire, ces recommandations se sont développées indépendamment, mais constituent quand même un socle très sérieux autour de la technologie Docker. Maintenant, Docker s'est planté. Docker s'est planté. Alors, on a eu déjà l'occasion de l'évoquer. Hein. Alors, je rappelle simplement donc Swarm, donc est un outil donc d'administration fondé sur 3 critères, trois éléments. On parle des nœuds, de services de tâches et également on parle beaucoup, en parlant de Swarm, on parle beaucoup donc de répartition de charges, hein, les load balancers. Donc 3 éléments importants. C'est open source, mais c'est intégré à Docker et l'évolution donc de Swarm n'est pas aussi libérée qu'elle peut l'être dans le cadre de Kubernetes. Et ça, c'est l'un des gros reproches que l'on va faire à Docker, qui a verrouillé pendant longtemps donc, tous les développements, même si, c'est vrai, Swarm respecte une licence donc open source. Les avantages donc, de Swarm ne sont pas négatifs, hein. D'ailleurs, c'est toujours valable aujourd'hui. Hein. C'est facile à installer, en tout cas beaucoup plus facile à installer que Kubernetes. Le load balancing, il est natif, mais il est très limité par rapport à celui de Kubernetes. C'est un avis que je propose, on n'est pas forcément du mien. Hein. On peut y accéder par un jeu de commandes. D'ailleurs, je vais donner un exemple tout à l'heure, un exemple d'un produit qui permet de le faire. On peut fonctionner également avec l'outil Compose, qui est un produit essentiel, on va dire, dans la stratégie donc, de Docker. Voilà. Et il a sa propre API. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas imposé. Il ne s'est pas imposé. Alors, les raisons sont les suivantes. Le système, à mon sens, est trop fermé. Il fonctionne encore sur des licences. Et ça, c'est une erreur fondamentale. J'ai souvent eu l'occasion de le dire. Aujourd'hui, on est dans un monde des communautés d'intérêt éventuellement, mais ce sont des communautés. C'est-à-dire que tout le monde tire dans le même sens, en principe, hein, pour faire avancer donc l'outil de manière à en bénéficier donc, par la suite. Bon, ce n'était pas le cas donc, de Docker. Il a fait une erreur totale, une erreur absolue, qui, à mon avis, explique pourquoi il n'est pas fait faillite, mais il était quand même très mal parti. Bon, la taille de Docker non plus n'était pas crédible. Là aussi, j'ai eu l'occasion de le dire. 250 personnes dans la compagnie pour suivre 80, parce qu'à peu près c'était le cas à ce moment-là, 95% donc on va dire des installations de containers sur la planète. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, une structure aussi petite ne peut pas être crédible, hein, alors que d'autre côté, vous avez CNCF avec beaucoup de monde, parce que, encore une fois, OCI ne donne que des recommandations, mais c'est quand même Docker, hein, qui est quand même le bras armé de la technologie. Donc, ça, la technologie, donc, la taille n'est pas crédible. À cause des problèmes qu'a eu Docker, donc, Ix a donc démissionné, il n'est plus CTO donc, de sa compagnie, mais par contre, il est toujours au conseil d'administration. Aujourd'hui, donc, c'est vrai qu'à mon sens, l'erreur qu'a dû faire, à mon avis, donc, Docker, c'est comme tout devient open source, même les architectures matérielles aujourd'hui, il faut vraiment être totalement open source. C'est-à-dire qu'il ne faut pas insérer dans les communautés open source des mécanismes de surveillance et de contrôle à des fins, on va dire, mercantiles. On sait bien qu'il sait ce qu'il faut faire quand même, mais faire extrêmement attention. Donc, entre un système très ouvert comme le CNCF, un système qui l'est beaucoup moins, eh bien, je veux dire, les utilisateurs ont choisi. Oui, à mon avis. Hein. Alors, maintenant, Docker n'est pas mort. Hein. Il a réalisé, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, une levée de fonds, ce qu'on appelle les levées de type C, c'est-à-dire de série C, c'est-à-dire des montées de fonds avec une technologie qui a déjà fait ses preuves. On n'est pas obligé de recommencer à zéro. Donc, ils ont donc récupéré 105 millions donc, de dollars
qui a été menée par Bain Capital Ventures. Donc, l'éditeur aujourd'hui, je vous l'ai dit, se concentre sur le développement plutôt. Et après la cession de son activité entreprise, donc autour des containers, Mirantis, c'était en 2019, et donc qui est donc lui-même un spécialiste donc on va dire de la technologie donc Kubernetes. Donc, on va dire que ça va pas très bien. Maintenant, la technologie en elle-même, elle n'est pas contestable encore aujourd'hui. Alors, comment se situe Kubernetes? Donc, c'est une couche d'administration qui est vraiment essentielle. Et à l'origine, le projet de chez Google s'appelait Borg, comme le genre de tennis. Et donc, peut-être qu'il y avait un lien entre les deux, mais en tout cas, ça s'appelait comme ça. Alors, Kubernetes, c'est donc un ensemble de composants qui font des opérations donc, de supervision, d'administration des containers donc, implantés dans les nœuds, donc du cluster. Et donc, avec deux natures donc, de composants, de services, ceux qui concernent les serveurs centraux et ceux qui concernent donc, les nœuds du cluster, donc les clients, on va dire, de la technologie. Alors, au niveau des serveurs centraux, ce sont des outils qui permettent de déployer, de maintenir et de mettre à l'échelle des applications portées par les conteneurs. C'est vraiment le cœur du sujet, hein, et qui sont extensibles également, éventuellement par des tiers, hein, même souvent par des tiers, et peuvent être combinés. L'entité de base qui est gérée par Kubernetes, c'est ce qu'on appelle le pod. Le pod, il est constitué d'un ou plusieurs containers, mais qui sont tous situés dans le même nœud du cluster, identifiés par une adresse IP unique. Alors, tout ça est en train d'évoluer. Là, je vous donne un petit peu brut de fonderie ce qu'a été pendant longtemps, on va dire, Kubernetes. C'est ça. L'entité de base, c'est donc le pod. Et donc, son travail, ça va être de gérer les pods et donc de gérer les conteneurs qui participent donc à un ou plusieurs pods. L'ensemble des applications donc d'un pod, donc hébergées par des conteneurs, peuvent communiquer. Et par des moyens qui sont tout à fait traditionnels. Hein. Ça peut être des sémaphores logiciels, ça peut être un partage de mémoire, où on communique entre eux, avec au-dessus Big Brother qui surveille que tout se passe bien. Donc, on peut dire que Kubernetes, c'est un cluster constitué d'îlots applicatifs. Hein. Les pods sont des îlots applicatifs qui permettent donc permettent de faire exécuter donc un traitement qui s'exécute donc à l'intérieur d'un conteneur, mais qui lui-même pourra faire appel à d'autres conteneurs. D'ailleurs, les applications qui sont gérées par Kubernetes, ce sont des applications sans état ou au contraire avec état. Ça dépend si le service implanté dans un conteneur dépend ou non d'un autre service. Mais Kubernetes, lui, s'en moque royalement, il est capable donc, de traiter donc, les deux. Bon. À savoir également que les outils de Kubernetes sont eux-mêmes empaquetés dans des conteneurs, et que ce soit donc sur les serveurs ou les nœuds. Alors, juste un petit détail, on va dire, de syntaxe. On parle de Kubernetes, mais on parle également de K8 et de QB. Alors, K8, souvent, donc on retrouve assez souvent. Alors, pourquoi K8? C'est très simple. Eh bien, c'est le principe de simplifier quelque chose qui paraît un peu compliqué. Kubernetes, c'est un peu compliqué. Eh bien, K8S, c'est quoi? Eh bien, c'est la première lettre, le K, et le nombre de lettres pour arriver donc à la dernière lettre de Kubernetes, le nombre de lettres dans l'alphabet. Pour aller de K à S, il me faut 8 caractères, donc K8S. C'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, qui a priori devrait simplifier un petit peu le paysage, mais je ne suis pas très convaincu, parce que je trouve qu'au contraire, moi je trouve que ce soit très très simple. Enfin, alors les fonctions, c'est vraiment essentiel, hein, c'est vraiment le cœur de ma présentation. Hein. C'est donc quelles sont les fonctions, donc les fonctionnalités, on va dire, de Kubernetes. Et c'est là où il est imparable. Découverte de services et équilibrage de charge. Donc, il alloue aux pods leur propre adresse IP, des noms de DNS uniques, hein, et il peut donc équilibrer leur charge. Donc, découverte de services d'une manière automatique. Hein. Optimisation. Kubernetes va donc planifier automatiquement les conteneurs en fonction de leurs besoins et contraintes pour maximiser donc l'usage. Et donc, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc, c'est une sorte de packaging binaire, si vous voulez. Hein. Déploiement des fonctionnalités nouvelles et retours avec les rollout et rollback donc automatiques. Vous voyez, donc, Kubernetes met à jour donc, les applications et les changements de configuration, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va faire un rollback. Donc, mais ça, il s'occupe de tout.
la gestion du routage, c'est-à-dire que Kubernetes route le trafic à destination des services, quelle que soit la topologie du cluster et surtout, quelle que soit son évolution dynamique dans le temps. À un moment donné, il y a un service pourra être ici, un pod pourra être ici, puis à un autre moment, il sera là. En particulier, on partira, mettons, d'une installation on-premise, on ira donc dans le cloud. Mais lui, il se débrouille, et donc il sait toujours où va s'exécuter le pod et les conteneurs donc, du pod. C'est vraiment, pour nous, administrateurs, c'est une fonction qui est vraiment absolument remarquable. Gestion de routage. L'automédication. Quand il y a des conteneurs qui défaillent, hein, eh bien, Kubernetes va les tuer et il va redémarrer donc les conteneurs qui ne répondent, dont ces soucis de santé, hein, et il empêche en particulier que le trafic soit routé sur des conteneurs qui ne sont pas disponibles ou qui sont saturés. Donc en fait, il va faire une surveillance, ce que lui permet de faire la technologie conteneur, hein, je l'ai dit, hein, et donc il y a une surveillance, mais vraiment à la club, comme on dit à la Coupe du Monde de football, hein, c'est-à-dire vraiment on surveille de très très près le comportement des conteneurs, on n'a aucune intervention à faire et c'est lui, Kubernetes, qui va dire, oh là, il y a un problème, je m'organise donc différemment. Et normalement, tout cela est transparent donc, pour les utilisateurs. Mise à l'échelle horizontale, ça c'est le fameux scale-out, le scaling horizontal, c'est-à-dire que, eh bien, il va dire à un moment donné, j'ai besoin de ressources, et bien il va créer comme ça donc des ressources supplémentaires en CPU, en mémoire, avec des conteneurs supplémentaires, éventuellement donc des pods supplémentaires. C'est lui qui s'organise de manière à ce que l'application et que le système continue de répondre de bonne manière. Donc, mise à l'échelle. La gestion des données sensibles également, là c'est très intéressant parce que c'est séparé chez Kubernetes. À savoir que quand vous avez des données d'authentification qui sont vraiment importantes, des tokens, des jetons, un certain nombre de choses qui existent comme ça, eh bien, si vous faites des modifications dans les applications ou dans les configurations, et vous n'êtes pas obligé de recharger encore et de redistribuer ces données d'authentification. En fait, il garde ça dans un coffre-fort et il dit, voilà, on change les choses, mais ces données-là, données particulièrement sensibles, donc elles sont encore disponibles. Et puis, Kubernetes a le gros avantage par rapport, par exemple, à Swarm, l'énorme avantage d'être, on va dire, compatible avec des charges de traitement qui sont énormes. Et on est bien là, vous savez, on disait que le Kubernetes est relativement adapté à des charges, par exemple, de big data. Big data, on est sur des pétabytes de données, on n'est plus sur des bricoles de petits fichiers. Hein. Et donc, évidemment, Kubernetes va se retrouver devant des configurations de plusieurs milliers donc de ressources, donc on va dire pod, conteneurs et nœuds, et il se débrouille très bien. Et aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence pour ça. Et à mon sens, c'est l'une des raisons. Vous savez, Kubernetes, c'est plutôt un outil, on va dire, plutôt utilisé par des grandes structures, des grandes entreprises qui ont des grosses configurations et des applications qui sont très exigeantes. Donc, évidemment, Kubernetes est bien adapté donc, à ça. Alors, je vous ai mis ici, ça c'est vraiment pas pour le détail, mais hein, je vous ai mis ici quelques idées de ce que l'on trouve, donc, on va dire, du côté du serveur. Hein. Alors, du côté du serveur, vous trouvez par exemple un outil, un module qui est extrêmement important, qui est le QB Controller Manager. Donc, c'est lui qui va exécuter donc, tous les contrôleurs, les contrôles. Hein. Le node contrôleur qui maintient l'activité des nœuds et réagit quand l'un d'eux tombe en panne. Le réplication contrôleur, celui qui va s'occuper donc de répliquer donc les exécutables ou les données, hein, qui maintient le nombre correct de pods pour chaque contrôleur, etc. Bon, voilà, donc un outil qui est très important. Il y a un scheduler qui est le QB, donc scheduler, qui surveille donc les pods qui ont été nouvellement créés. Il se base bien entendu sur des ressources qui à un moment donné sont donc nécessaires. Vous avez le QB API Server. Donc là, c'est le frontal de Kubernetes, celui qui expose l'API spécifique donc, de Kubernetes à l'extérieur. Et puis pour la partie stockage, vous avez etcd. Donc à la fois pour les données qui sont manipulées, par exemple pour faire des backups, ou pour le maintien des configurations de stockage à l'intérieur donc des conteneurs. En fait, c'est un fichier de type clé-valeur. Voilà. En plus d'autres fonctions d'administration, un gestionnaire de paquets, alors, vous savez, c'est la grande mode maintenant qui s'appelle Helm. Vous avez un feature gates qui vous permet d'activer ou
de déconnecter donc un nœud. Vous avez le cluster federation donc, qui permet d'agréger plusieurs clusters K8, donc plusieurs en fait organisations, plusieurs clusters différents, de manière à ce qu'il apparaisse comme si on n'avait qu'un seul. Ça, donc, le fait très bien. Vous avez donc le scheduler, on l'a dit, et puis sidecar, qui permet donc de mettre un proxy donc devant un pôle. Bon. Et du côté client, vous avez donc un peu l'équivalent. Kubelet, ça c'est très important parce qu'on va le retrouver très souvent, c'est l'agent qui assure que les conteneurs s'exécutent dans un pod et se fondent sur des spécifications qui sont les pod specs. Et donc, en fait, Kubelet donc, ne fait que gérer, il ne gère que les conteneurs créés par Kubernetes, ce qui est en train de changer maintenant. Mais voilà, donc vous avez, alors Kubernetes, c'est vraiment un outil qui est fondamental. D'ailleurs, récemment, avec la version 1.26 donc de Kubernetes, il y a pas mal de choses qui ont changé de ce point de vue-là, au cœur donc, de Kubernetes. Vous avez le QB proxy pour les clients, et puis vous avez le runtime, bien entendu, avec un certain nombre d'éléments. Donc, ce sont les runtime donc côté client. Bon. Alors maintenant, ce que n'impose pas, hein, on voit bien que Kubernetes, donc, c'est un outil d'administration. C'est un outil d'orchestration, donc il installe des services, il les arrête, il les démarre, il modifie les configurations, il fait des extensions horizontales de type scale-out, éventuellement donc dans le cloud, enfin, il fait beaucoup de choses. Mais ce qu'il ne fait pas, c'est que ce n'est pas une application. C'est-à-dire que lui, il est capable, normalement, de supporter n'importe quelle application. Ce n'est pas lui, ça. Donc, on l'a dit, avec ou sans état, il est capable de supporter des gros volumes de données, des charges de traitement qui sont très importantes. C'est l'une de ses grandes caractéristiques. Et si une application, en fait, en gros, si vous voulez, pour se résumer, si une application peut s'exécuter dans un conteneur, donc compatible avec Kubernetes. Alors, évidemment, ça simplifie quand même les choses. Alors que du côté du Docker, il y a quand même un certain nombre de restrictions, donc un peu plus de contraintes qui sont pas forcément appréciées, on va dire, par les architectes applicatifs. Kubernetes n'interfère pas dans la phase de développement. Hein. Il s'adapte simplement à ce qui existe. Hein. Voilà. Il n'a rien à dire de plus. Hein. Ce n'est pas lui d'ailleurs qui va interférer. Il va accepter les stratégies donc, de livraison et de déploiement continu, pour lequel, à mon avis, il est très bien fait. Mais ce n'est pas lui qui va imposer ça. On le fait ou on ne le fait pas. Il n'y a pas de service applicatif, il n'y a pas de middleware. Vous voyez, donc, ce n'est pas des bases de données, c'est une API, oui, mais ce n'est pas un framework, par exemple, de traitement big data. Vous voyez, on n'est pas au niveau applicatif. Et donc, il ne concurrence pas non plus, on va dire ce qu'on va appeler les utilitaires systèmes actifs, par exemple la gestion des caches ou certains éléments de gestion spécifique, donc de stockage dans les clusters. S'ils existent, la Kubernetes va les prendre en charge, tout simplement. Hein. Il n'impose pas de solution de logging, de monitoring et d'émission d'alerte. Il s'adapte à ce qu'on va lui proposer. Il n'oblige pas à se servir d'un langage de description de configuration, par exemple, pour ceux qui connaissent son JSON, le JSON net. Hein. Par contre, il a une API déclarative. Une API déclarative, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'on veut obtenir, mais on ne dit pas comment on veut l'obtenir. Kubernetes n'est pas un outil d'orchestration donc classique, il fait de l'orchestration évidemment, mais il fonctionne, ce n'est pas un système centralisé. Il fonctionne avec un ensemble de process qui sont répartis et qui s'assurent individuellement de l'état correct, ponctuel de tous les constituants. C'est un système qui est complètement réparti. Bien. Alors, quels sont les avantages, finalement, et inconvénients de Kubernetes? Alors, j'allais me dire, mais je suis en train de faire la publicité pour Kubernetes. Non, je pense qu'il y a un danger qui est grave, sur lequel je reviens dans quelques instants, qui est celui donc, de Google, qui prend, à mon avis, trop d'importance. Hein. Je pense que Google, aujourd'hui, c'est l'IBM d'hier. Hein. Et pour avoir vécu donc, des relations orageuses avec Baby Blue, je n'ai pas envie de recommencer. Hein. En tout cas, c'est ce que je ne recommanderais pas donc à mes clients parce que c'est très difficile à vivre. Donc, avantage destiné aux grosses configurations. Swarm reste encore valable aujourd'hui pour les petites structures. Et très adapté donc aux grosses charges, on vient de le dire. Hein. Il a une communauté Kubernetes, donc une communauté open source énorme, très très motivée.
et qui bénéficie bien entendu de l'appui de Google, c'est évident. Hein. Cette communauté lui garantit donc un support qui effectivement est de qualité et éventuellement un recours à des conseils, à des solutions spécifiques. C'est vraiment un écosystème complet. Donc là, on ne sera pas surpris, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Il y a un gros avantage également, Kubernetes est proposé donc en standard par tous les fournisseurs donc de cloud public. Vous avez donc Google, le GCP, hein, Google, vous avez Microsoft Azure, vous avez IBM, vous avez AWS, mais vous avez aussi Alibaba, les Chinois, hein, vous avez Baidu, et également OpenStack, qui est la pile de standards qui est proposée, vous savez, cette pile qui est issue de la NASA, qui a été reprise par une compagnie américaine qui avait proposé donc, un ensemble de standards, eh bien, maintenant, Kubernetes est intégré dans OpenStack. Or, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres solutions aujourd'hui de standards que OpenStack. Hein, donc, c'est une bonne chose qu'il ait été donc adopté comme ça. Sa capacité d'extension en mode horizontal, un atout considérable, surtout que c'est transparent. Et pour l'avoir implémenté, je veux dire que c'est quand même très spectaculaire. Hein. Quand on se souvient comment il fonctionnait avant pour arriver à changer la moindre virgule dans une application ou changer une version de système d'exploitation, c'était un désastre sur les mainframes, j'entends. Hein. Là, c'est quand même bien fait. Hein. Et puis, donc, il a, c'est vrai, des fonctionnalités que je viens de vous résumer il y a un instant, qui sont très étendues, mais surtout qui peuvent être étendues par des produits tiers. Simplement, c'est vrai, il y a quand même quelques inconvénients. Inconvénient, c'est je crois que l'apprentissage de Kubernetes est compliqué. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est un monde en soi, et je pense qu'il faut du temps et de l'expérience. C'est pas fait pour. C'est vraiment un métier système. Hein. Et donc, bon. En plus, il faut connaître beaucoup de choses, il n'y a pas que l'outil lui-même. Hein. Le processus d'installation de Kubernetes, je le trouve trop compliqué. Il est difficilement maîtrisable par les débutants. Ça va tout à fait dans le sens de ce que je viens de dire en termes donc d'apprentissage. Alors, Kubernetes est open source, hein, avec une forte communauté, mais qui intervient encore aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sortent d'une manière, je vais dire, un peu erratique. Hein. Il y a aussi des dérives qui sont parfois non contrôlées. Et donc, mais ça, c'est le lot finalement des grosses communautés open source. Hein. Et alors, pour des environnements restreints qui seraient plutôt la tasse de thé, on va dire, de Swarm, Kubernetes est trop lourd et compliqué donc à mettre en œuvre. Bon, plutôt. Alors, je vous ai mis ici quelques distributions donc d'outils qui comportent donc Kubernetes là-dedans. Par exemple, vous avez la solution de Canonical. Donc, c'est une distribution donc d'Ubuntu avec Kubernetes qui est compatible avec n'importe quel cloud. La supervision éventuellement assurée par Canonical, mais sur une base donc de Kubernetes. Bon, vous avez Pivotal, donc Container Service, vous avez Container, une distribution donc Kubernetes donc, qui est certifiée CNCF. Vous avez un qu'il ne faut pas négliger, qui est donc OpenShift donc de Red Hat. Hein. Red Hat a adapté, donc qui a été racheté par IBM, hein, je rappelle. Donc Red Hat a adopté Kubernetes pour remplacer donc ce qu'il utilisait auparavant, qui étaient des cartridges, donc des Heroku. Bon, très bien. Vous avez SUSE qui est une distribution Linux d'origine allemande, d'après mes souvenirs. Hein. Donc voilà, il y a SUSE CAAS qui combine des fonctionnalités de conteneurs avec là-dedans une orchestration donc Kubernetes. Vous avez Telekube, donc est une distribution de Kubernetes pour des plateformes privées en mode SaaS. Vous avez Rancher, donc il se place au niveau de supervision encore plus élevé que Kubernetes. Et donc, il peut donc administrer des clusters Kubernetes sur Amazon, EKS, Google, Azure, etc. Il a sa propre distribution donc, de Kubernetes. Et Rancher donc, propose également une version minimaliste qu'il appelle K3, SK3, hein, donc qui se contente de 512 MB par instance serveur et 200 MB de surface. Bon, tout ça sont des outils, si ça vous intéresse, vous allez les regarder hein, en fonction des problèmes qui seront posés. Il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans, mais quand même, le fil rouge qu'on va retrouver un peu partout, et c'est donc bien Kubernetes. Alors, est-ce que Kubernetes a des concurrents? C'est la question qu'on peut se poser maintenant. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas.
il y a un marché concurrentiel, c'est vrai, mais avec trois types de solutions. Alors, vous avez des boîtes à outils qui font une partie simplement de ce que propose Kubernetes. Très bien. Vous avez des plateformes universelles qui, elles, sont réellement concurrentes de Kubernetes, mais elles ne sont pas nombreuses. Hein, Mesos, par exemple, elles ne sont pas nombreuses. Et puis, vous avez surtout des implémentations, on va dire, pas dire propriétaires, mais presque propriétaires de Kubernetes, donc pour des environnements ciblés, tels que le cloud Azure de Microsoft, celui de Google ou autre. Donc, on est toujours avec Google, avec Kubernetes, mais on est dans un environnement qui est, oui, qui est ciblé, je vais presque dire fermé. Mais en fait, aujourd'hui, Kubernetes il n'y a pas vraiment donc, de concurrent. Alors, je voudrais terminer donc par ceci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, j'ai eu pas mal de clients, hein, j'ai eu pas mal de clients à qui a été posé ce problème-là, et en particulier, il y en avait un qui, lui, avait, c'était l'histoire de sa compagnie qui avait voulu ça, il avait des instances donc hébergées sur des machines Linux, qui est plutôt la tasse de thé, on va dire, des containers, hein, mais il avait également du Windows. Alors, Microsoft a une version de système d'exploitation qui est particulièrement bien adaptée donc, aux containers, une version donc, qui est limitée, donc, on va dire, en empreinte mémoire. C'est une version, c'est pas le gros Windows, on n'a pas besoin de tout ce qu'il y a dans Windows, c'est simplement le noyau, le cœur du système. À vrai dire, on va dire que la cohabitation entre l'implémentation donc des containers sous Windows et celle sous Linux, ça ne se passe pas très bien. Alors peut-être qu'on s'y est pris très mal, hein, mais je trouve que ça ne marche pas très bien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt, on va dire, des solutions qui sont pures et dures, on va dire, avec Kubernetes et des containers avec Linux. Plus rarement, on va dire, avec Microsoft, qui, à mon avis, chers amis, a fait une erreur colossale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Docker était à vendre. Et à vendre, vous savez qu'aujourd'hui, il est capitalisé à peu près à 1,5 milliard, donc 1,5 milliard de dollars. On a vu qu'il y a une vente donc, qui a été faite récemment. Et Microsoft avait proposé de racheter la technologie donc Docker. Apparemment, donc Docker et Solomon Hykes ont voulu un prix trop élevé, et donc ça ne s'est pas fait. Mais je pense que ça fait. Microsoft a fait une erreur. La même erreur qu'il a commise en ne rachetant pas SAP, pour d'autres raisons. Vous me direz, il ne peut pas racheter toute la planète, hein, évidemment, mais il y a quand même des moyens, et puis il y a quand même des solutions pour arriver à acheter donc, ces éléments-là. En ne rachetant pas un grand système tel que SAP, Microsoft n'a jamais eu la crédibilité sur les ERP, hein, les ERP au niveau des grandes entreprises. Et là, c'est pareil. Microsoft n'a pas la crédibilité aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a des solutions. À un moment donné, on avait vu une solution qui apparaissait, qui était un petit peu l'équivalent, on va dire, de Docker, mais finalement, après, on en a pu parler. Donc, c'est un petit peu dommage pour lui, bien entendu, hein, mais peut-être qu'il y a des raisons qu'on ne connaît pas. Fonctionnellement, donc, Kubernetes donc, est le plus complet aujourd'hui, donc, comme on l'a dit, il est tout à fait crédible de le choisir. Hein. Alors, dans la dernière version qui est donc sortie, qui est la version 1.26, hein, qui est sortie ici en décembre, hein, donc vraiment c'est très très récent, il y a eu des choses nouvelles qui sont apparues, par exemple les nouveaux registries. Le registry, c'est l'ensemble la déclaration de tous les services qui sont accessibles. Donc avant, on avait une solution donc, qui était le k8s.gcr.io. Maintenant, il est remplacé par un registrier.k8s.io, avec entre autres la possibilité de s'ouvrir à d'autres services venant d'autres fournisseurs, en particulier donc Amazon. Vous voyez, on est en train quand même d'universaliser. La notion de conteneur va être de plus en plus hétérogène. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça viendra comme ça. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Alors, quel risque nous prenons maintenant en choisissant une solution, donc une solution comme ça, donc qui sera une monomarque? Parce qu'après tout, je ne dis pas que c'est Google, mais c'est quand même CNCF, donc CNCF, il y a quand même beaucoup de Google dedans. Alors, pour l'instant, Kubernetes ne propose pas de solution de remplacement pour les images containers et les conteneurs eux-mêmes. Il y a une vieille version qui existe,
vieille version qui existe donc chez Google, mais qui n'est pas comparable à ce que propose donc Google. Donc pour l'instant, ce n'est pas satisfaisant. L'image, par ailleurs, n'est pas l'élément le plus important. Ce n'est qu'un fichier exécutable qui, de toute façon, va se diversifier donc, dans le temps maintenant. Et donc, même si l'hétérogénéité, au moins pendant quelques temps, n'est pas recommandée, c'est cumuler quand même des problèmes, vous le savez comme moi. L'administration, par contre, elle est vraiment essentielle. Et en fait, le choix du système d'administration, c'est le choix de la solution. C'est plus important, il faut que la solution d'administration soit conforme, qu'il ait des fonctionnalités qui soient nativement capables de traiter, d'organiser, d'orchestrer n'importe quoi. Donc c'est vraiment vital. Le vrai système aujourd'hui, c'est ça. Et je pense que les clients, donc, les clients font tout à fait le même raisonnement. Hein. Le succès aujourd'hui de Kubernetes, à mon avis, justifie donc cette attitude. Et finalement, on a par rapport à Kubernetes et à Google à peu près la même attitude qu'on a eue par rapport à IBM. On savait qu'on était pris en otage, mais ça marchait. On était pris en otage, on nous faisait payer des prix, des sommes absolument faramineuses, mais ça fonctionnait tout le temps, enfin pratiquement tout le temps. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur donc, ce fameux Kubernetes. Hein. Je vous ai parlé vraiment du fond du cœur, parce que c'est vraiment un sujet qui est difficile. Hein. Donc voilà, si vous voulez, on pourrait même en discuter en privé, en aparté, quand vous voudrez. Je vous ai mis ici les prochains webinaires. Nous avons publié sur notre site maintenant un grand nombre de webinaires qui vont intervenir d'ici la fin 2023, donc pratiquement toutes les semaines. Hein. Et je vous signale qu'aujourd'hui, nous sommes le numéro 80 de nos webinaires. Donc, on a fait 80 webinaires en l'espace, donc 2-3 ans. Voilà donc. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis. Hein. J'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, vous savez, tout ceci va être disponible dès demain sur notre site, bien entendu, ou alors sur notre chaîne de télévision, donc YouTube. Enfin, c'est un grand mot, la chaîne de télévision. En fait, ce sont des webinaires qui sont postés là-bas. Mais on a vu quand même pas mal de demandes, donc pas mal de visionnages qui se sont faits dessus. Merci pour votre attention et je vous souhaite bien du courage si vous avez installé Kubernetes. Mais j'en suis sûr, vous êtes parfaitement et suffisamment compétent pour ça. Merci, à bientôt.